Rome, à Parme, également à Bruxelles, et c'est vrai que ça fait maintenant au moins 5-6 ans qu'on fait ça à Paris. Donc, cette année, on a choisi le thème de la transmission. C'est un thème, bien évidemment, qui déborde largement la psychanalyse et fait aussi écho aux préoccupations actuelles, aux préoccupations d'une société parfois qui se présente sans passé, sans avenir, car instantanéisée dans un présentéisme immédiat sans fin. Ceci n'arrangeant en rien les dissensions entre culture du renouvellement et culture de la tradition. Donc la transmission, bien évidemment, un phénomène ancestral dans l'histoire de Sapiens et qui s'est révélé de plus en plus indispensable au fur et à mesure des inventions technologiques de Sapiens, qu'il s'agisse de l'écriture, de l'imprimerie, de l'électronique ou encore aujourd'hui du numérique. En fin de compte, toute personne désire s'inscrire dans la continuité d'un héritage, à commencer par celui des parents, autant de la mère que du père. Freud nous disait « Ce dont tu as hérité, tu devras l'acquérir ». J'aime bien cet aphorisme parce que ça souligne l'importance, que l'important finalement c'est de subjectiver, de s'approprier ce que nous héritons de nos ascendants sur le plan de la réalité comme, ça c'est important, comme dans le registre du symbolique. Mais je pense qu'on sera amené, en tout cas, j'amènerai en tout cas mon propos sur la question de comment s'opère la transmission dans la psychanalyse, comment devient-on psychanalyste? Questions, bien évidemment, qui sont au cœur de l'expérience analytique elle-même et qui ont divisé les psychanalystes et qui, effectivement, continuent de le faire. Donc la transmission dans la science de l'inconscient n'implique pas, à mon sens, uniquement de faire l'exégèse de l'œuvre de tel ou tel, mais au contraire de repérer aussi les failles, les manques, les verbiages ou les impasses du discours de ces figures fondatrices de la psychanalyse. Il n'est pas question de faire du psittacisme comme dans certaines écoles et de reprendre le jeu du Jacques Haddy, de Carl Gustav Haddy ou encore de Jacques-Alain Haddy. Il convient plutôt d'interroger, de prendre une position critique, interrogative sur les théories de chacun et de pouvoir s'en démarquer pour, à partir de ce corpus existant, se forger ses propres éléments théoriques, mais surtout à partir de sa clinique, pouvoir inventer une pratique originale et singulière qui correspond à ce que Lacan définissait comme le style de l'analyste. Donc j'aspire à ce que ce festival psy demeure tel qu'il est de coutume une effervescence joyeuse où se déploient des échanges de grande qualité, partage intime des connaissances, des intuitions audacieuses et inattendues, ainsi que des moments sincères d'amitié. Et c'est là, à mon sens, le ferment précieux qui nourrit l'âme de notre communauté. Sur ce, je vais embrayer directement sur mon intervention que j'ai intitulée « Tranche chamanique et mission de l'analyste ». Est-ce que, Stanislas, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau quelque part? Oui. Je sens que la gorge qui commence à s'assécher. Dans une fonction de guérison, à nuancer par contre, puisque le chaman, il est aussi médecin, donc il cherche aussi la guérison physique, ce qui n'est pas le cas de l'analyste. Et là, effectivement, il y a une distinction qui est clairement affirmée. Le psychanalyste n'est pas un médecin et il n'opère pas à une guérison physique, mais uniquement psychique. Si on parle, parce que là aussi, je sais que ça fait débat, sur le fait est-ce que la psychanalyse guérit ou pas. En tout cas, dans les textes de Freud, il y a clairement affiché cette idée, par Freud lui-même, que la psychanalyse, c'est aussi une technique de guérison. Maintenant, on peut effectivement pas être d'accord, etc., parce qu'il y a d'autres auteurs qui remettent ça en question, mais en tout cas, Freud a aussi défini la psychanalyse comme une technique de guérison. Ensuite, dernière mission de la psychanalyse freudienne, promotion de l'autoconnaissance.
qu'une mission importante du psychanalyste est de favoriser l'autoconnaissance du patient, donc la connaissance sur soi, en comprenant mieux ses propres motivations, ses propres peurs. L'analysant donc, peut être en mesure de prendre des décisions éclairées et d'apporter des changements positifs dans sa vie. À mon sens, il y a aussi une correspondance évidente avec la pratique chamanique, dans le sens où le chaman, il va justement se connecter à l'inconscient pour pouvoir aussi livrer un ensemble de connaissances à la personne demandée. Donc, en résumé, la mission du psychanalyste selon Freud est d'aider l'analysant à explorer son inconscient, à comprendre les mécanismes psychiques sous-jacents, à analyser les conflits internes, à réduire la souffrance psychique et à promouvoir l'autoconnaissance. Alors, on passe du côté de la psychanalyse jungienne. Alors, on va voir que là, pour le coup, je pense que la psychanalyse jungienne, c'est ce qui colle le mieux à la pratique chamanique. Donc, chez Jung, la mission, donc, elle s'articule, comme chez Freud, autour de l'exploration de l'inconscient personnel et collectif. Donc, premièrement, pour Jung, ce qui compte, c'est faciliter le processus d'individuation. Mission centrale de l'analyste jungien est d'aider l'analysant à atteindre un état d'individuation, c'est-à-dire de pouvoir intégrer en tout cas les différentes parties de la personnalité et de réaliser son potentiel unique. L'analyse aide l'analysant à explorer les aspects inconscients de lui-même, à découvrir ses motivations profondes et à trouver certains équilibres entre les régimes archétypiques. Pour moi, il y a une correspondance évidente avec la pratique chamanique. Ensuite, deuxièmement, explorer l'inconscient personnel et collectif. Donc Jung considérait l'inconscient comme une source riche de matériel symbolique et archétypique. Le psychanalyste jungien aide l'analysant à explorer son inconscient personnel qui contient des expériences individuelles refoulées et des complexes psychiques, ainsi que l'inconscient collectif qui renferme des motifs universels et des archétypes partagés par l'humanité. Ensuite, la compréhension des archétypes. Le psychanalyste jungien travaille avec l'analysant pour identifier et comprendre les archétypes. Comprendre ces archétypes peut aider l'analysant à mieux saisir les forces inconscientes qui influencent sa vie et à trouver des solutions aux problèmes psychologiques. Ensuite, quatrième mission de l'analyse jungienne, promotion de la conscience et de l'intégration. La mission de l'analyse jungienne est de favoriser la prise de conscience et l'intégration des aspects refoulés de la psyché du patient. Cela inclut la confrontation avec les ondes, la découverte des aspects de l'animal, l'animus, l'exploration des archétypes personnels. Ensuite, dernièrement, la question du développement spirituel. Donc Jung était intéressé par le développement spirituel de l'individu, ça on le sait, c'est évident, mais il ne se limitait pas nécessairement à des croyances religieuses traditionnelles. Le psychanalyste jungien peut accompagner l'analysant dans la recherche de son propre sens de la transcendance, en respectant donc la dimension spirituelle de sa vie. En résumé, la mission de l'analyste jungien est d'aider l'analysant à atteindre l'individuation en explorant l'inconscient personnel et collectif, en comprenant les archétypes, en favorisant la prise de conscience, en encourageant l'intégration des aspects refoulés et en soutenant le développement spirituel personnel. Alors, ensuite, concernant l'école reichienne. Donc, là, effectivement, on rentre dans quelque chose, je pense que voilà, c'est peut-être l'école qui apporte le plus d'innovation en matière de mission, de nouvelles missions. Donc, notamment chez Reich, la mission de l'analyste est étroitement, en tout cas, liée à ses idées sur la libération des émotions refoulées, le corps et la sexualité. Donc, premièrement, pour Reich, il s'agit donc de la libération émotionnelle et sexuelle. Donc, c'est quelque chose dans la société tribale qui n'est pas pensable, puisqu'on est une société sans État où il n'y a pas de répression des instincts sexuels. Donc, là, effectivement, Reich crée quelque chose de nouveau, dans le sens où il est un fin observateur et il reprend un peu la thèse de Freud sur l'idée que pour faire civilisation, il faut réprimer les instincts sexuels. Donc ça sous-entend que dans les sociétés non civilisées, il n'y a pas de répression des instincts sexuels. Donc la conséquence, Freud le dit très bien, la répression des instincts sexuels crée de la névrose, crée de la douleur, de la souffrance. Et l'idée de Reich, c'est de dire, si vous libérez les émotions, la sexualité, effectivement, vous permettez le rétablissement d'un équilibre psychique, tout simplement. Donc,
là, effectivement, c'est une mission qui n'existe pas chez les chamans parce que ce problème-là n'existe pas dans les sociétés non civilisées. C'est un problème qui est spécifique à la civilisation. Donc, effectivement, là émerge quelque chose de nouveau. Donc, libération émotionnelle et sexuelle, libérer les tensions psychocorporelles liées à la sexualité. Reich croyait que la répression sexuelle et émotionnelle était à la base donc, de nombreux troubles mentaux et physiques, et que l'expression libre de la sexualité était essentielle pour la santé mentale et physique. Je rappelle, j'aime bien rappeler que notre ancêtre dans la société paléolithique, il a, un homme et une femme ont à peu près entre 7 et 8 rapports par jour. Donc ça laisse songeur, laisse compter aujourd'hui le nombre de rapports qu'on a par jour. On est très très loin du compte. Donc voilà, je pense que d'ailleurs cette mission-là, elle est plus actuelle que jamais. Même si on revendique haut et fort la libération sexuelle, etc., en réalité, ce que dit Reich, ce que disent beaucoup de fraudo-marxistes, c'est que l'État invente des nouvelles formes de répression. Donc il y a une évolution. Donc c'est pas parce que il y a des affiches partout, on monte des corps nus, etc., que pour autant il y a une véritable libération de la sexualité. Au contraire, on reste dans une société de contrôle, comme on l'a très bien vu au moment du confinement. Donc la sexualité est bien évidemment sous contrôle. On ne fait pas ce qu'on veut. On aimerait bien, mais non. Et non, il y a de la répression. Mais les techniques de répression ont beaucoup évolué. Donc, ce qu'amène Reich aussi, ce qui est intéressant et qui marque une continuité avec la pratique chamanique, c'est le travail sur le corps. C'est-à-dire, Reich est le premier analyste à dire la psychanalyse, elle est quand même très centrée sur le psychisme. Le corps devrait avoir sa place dans la cure analytique. Et donc Reich a développé tout un ensemble de techniques, il appelait ça des acting, qui visaient, avant de faire parler l'analysant, il y avait, on va dire, la séance, elle était constituée de 2 phases. Il y avait une première phase où l'analysant était amené à se relaxer, donc il y avait des techniques de respiration, des techniques de sophrologie, de yoga, pendant 30 minutes. Une fois qu'on est bien relaxé, que les tensions, elles s'atténuent, elles s'assouplissent, comme il dit, on peut s'allonger sur le divan, et la parole est différente. On parle différemment. Et puis, Reich insistait aussi pour que l'analysant parle de ce qu'il ressent au niveau du corps. Parce que le corps parle. Le corps nous dit beaucoup de choses. C'est intéressant aussi d'entrer dans une sorte de dialogue avec le corps. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une continuité avec la pratique chamanique. Ensuite, innovation là, de Reich, c'est l'exploration de la cuirasse caractérielle. Donc il explique, Reich, que la civilisation crée des tensions, puisqu'il y a de la répression, donc il y a des tensions musculaires, il y a une rigidité du corps, c'est ce qu'il appelle la cuirasse caractérielle. Et donc, cette cuirasse, elle se réfère donc à des schémas de comportement rigides, à des défenses psychologiques qui se forment en réponse à des traumatismes et des émotions refoulées. Donc la mission de l'analyste est d'explorer ces structures de défense et de comprendre comment ça marche et de dissoudre. Cette cuirasse, il faut pouvoir la déconstruire, il faut l'assouplir, donc il faut agir aussi sur le corps. Mais pas comme le médecin occidental, j'entends bien. C'est pas pareil, plutôt, effectivement, comme quelqu'un qui agit par un ensemble d'exercices. Il ne s'agit pas de médicamentation, etc. Non, il s'agit d'exercices physiques en soi. Donc c'est réintégrer l'exercice physique dans la pratique psychanalytique. Ce qui est, à l'époque, on est quand même dans les années 30, ce qui est assez révolutionnaire. Parce que ça n'existe pas. En Europe, à l'époque, il n'y a pas de club de yoga, de tai chi chuan, ça n'existe pas. Donc c'est assez révolutionnaire à l'époque. Ensuite, ce que Reich amène, donc, c'est l'intégration, la réunion du mental et du corporel. Puisque, encore une fois, une civilisation qui sépare l'intellect, l'âme d'un côté, le corporel, le physique de l'autre. Lui, ce qu'il propose, c'est effectivement de travailler sur les deux. Là aussi, c'est quelque chose d'innovant. Ensuite, ce qui, effectivement, là, est tout à fait crucial et important, Reich soutient l'aide à l'autonomie et à l'auto-expression.
La mission de l'analyse, selon Reich, était de soutenir l'autonomie du patient et de favoriser son auto-expression. Cela signifie encourager l'analysant à explorer ses désirs, ses besoins, ses émotions de manière authentique, tout en surmontant les blocages et les inhibitions résultant de la répression. Donc, en résumé, la mission de l'analyse selon Reich était centrée sur la libération émotionnelle, corporelle, la dissolution des schémas de comportement rigides, l'intégration du mental et du corporel et le soutien à l'autonomie et à l'auto-expression du patient. Alors, on passe rapidement sur Lacan, parce que même si Lacan se dit freudien, il apporte aussi quelque chose de nouveau dans les missions de l'analyste. Notamment, premièrement, de faciliter l'accès à un inconscient structuré comme un langage. Donc, Lacan considérait que l'inconscient était structuré comme un langage et que sa mission en tant que psychanalyste était d'aider le patient à accéder à cet inconscient linguistique. Donc il utilisait des méthodes telles que l'analyse du discours du patient, l'interprétation des associations libres et l'exploration des signifiants pour explorer les processus inconscients. Et là, c'est innovant. C'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres écoles. Là, on travaille sur des signifiants, on travaille sur le discours, qu'est-ce qui se passe dans le discours, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que vous êtes en train de dire, et là, on va travailler là-dessus. Donc, c'est aussi quelque chose qui est innovant, qui n'existe pas en soi dans la pratique chamanique, qu'on retrouve certainement dans d'anciennes pratiques philosophiques. Je pense surtout à ce qui est en jeu à l'époque de la philosophie athénienne, entre les sophistes d'un côté et les autres écoles de l'autre. Mais ce goût pour la rhétorique, ce goût pour les mots, pour essayer de déconstruire ces mots, de les analyser, d'en faire quelque chose. Donc Lacan, il amène ça dans la psychanalyse, et ça fait partie des missions essentielles. Ensuite, mettre en lumière les mécanismes de défense. Donc Lacan était intéressé par la manière dont les mécanismes de défense et les formations de l'inconscient étaient liés au langage, et sa mission était de repérer ces mécanismes de défense et de les interroger pour aider l'analysant à prendre conscience des conflits et des désirs inconscients. Ensuite, explorer donc les structures de la psyché. Lacan a développé des concepts tels que le symbolique, l'imaginaire et le réel pour explorer les structures de la psyché. La mission de l'analyste était d'aider l'analysant à comprendre comment ces structures affectent sa subjectivité et sa perception du monde. Ensuite, quand vraiment le côté très lacanien, quand il dit qu'il faut favoriser la traversée du fantasme. Donc Lacan mettait l'accent sur l'importance de la traversée du fantasme, c'est-à-dire le processus par lequel l'analysant confronte et dépasse ses fantasmes inconscients. Donc la mission de l'analyste est de soutenir ce processus de manière à ce que l'analysant puisse s'engager dans une relation plus authentique avec lui-même et avec les autres. Ensuite, bien évidemment, favoriser la construction du sujet parlant. Lacan croyait que la psychanalyse pouvait aider à construire le sujet parlant, c'est-à-dire un individu capable de se positionner et de se comprendre à travers le langage. Donc, je vais conclure là, parce que je crois que c'est l'heure. Donc il y a bien sûr transmission, continuité entre fonction chamanique et fonction analytique. Cependant, il y a des spécificités, des missions liées à la fonction chamanique qui se sont dissoutes dans le temps au profit de nouvelles missions plus en phase avec les problématiques du système civilisationnel. Donc l'origine des missions du psychanalyste se situe dans l'expérience de la transe, mais le développement du système civilisationnel fondé sur un ensemble de principes précis, que ce soit la répression d'Eros, la répression de Gaïa, la rationalisation, l'étatisation, eh bien, tous ces principes-là conduisent à de nouvelles dispositions psychiques, comme l'esprit critique, qui contribuent donc à donner de nouvelles missions, de nouvelles pratiques à l'analyste.